C'est vrai qu'avec du recul, je suis assez content. Mais le quotidien est jamais facile. C'est peut-être plus facile d'être dans des, comme dit Rabi, la taylorisation de la pensée, d'être dans des cases où tu n'écoutes pas trop ce qui se passe dans la case d'à côté. Il faut accepter ça. Et est-ce que vous observez justement autour de vous cette évolution qui se passe également au niveau des entreprises, peut-être en dehors de l'agroalimentaire ou dans celles qui sont connexes? Est-ce que vous voyez une évolution justement? Je ne suis pas un expert, je ne suis pas un sachant là-dessus, je vois des choses comme tout le monde. Je vois surtout des chefs d'entreprise avec qui je discute qui me parlent de leurs salariés, de leurs jeunes salariés, en me disant c'est difficile, ils changent souvent. Moi, dans ma vie professionnelle, j'ai fait 2 entreprises. Quand je dis ça, je suis vraiment ringard. Mais quand je vais plus loin dans la discussion et que j'essaye de comprendre pourquoi c'est si difficile aujourd'hui de garder des jeunes, bon, il y a évidemment plusieurs choses. Il y a le salaire, il y a le temps de travail, il y a plein de choses. Mais il y a aussi le souhait de s'engager pour un projet commun. Moi, dans mon entreprise, j'avais pas de turnover, ou enfin très peu. Et même des gens me disaient pas assez. Il n'y avait pas assez de gens qui venaient de l'extérieur. Mais quand les gens adhèrent à un projet et qu'ils ont l'impression de s'y épanouir, ça aide. Ça fait pas tout, hein, mais ça aide incontestablement. Donc je pense que les entreprises n'ont pas le choix. Alors après les différentes formes que ça prend, entreprise à mission, entreprise, etc. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix parce que s'ils veulent garder leurs jeunes, leurs cadres, leur force vive, les gens vont travailler pour autre chose qu'un salaire. Je peux vous raconter une anecdote, je la trouve intéressante. J'entendais un débat économique là ces jours-ci, c'est les élections en France, et il y a le New York Times qui a fait un article en parlant du modèle, des 2 modèles. C'est assez naïf, un peu à l'américaine. Il y a un modèle américain où les gens veulent gagner de l'argent et travailler plus pour gagner de l'argent. Et puis il y a un modèle français où les gens disent c'est pas le plus important, on accepte de gagner moins, mais d'avoir plus de temps pour la culture, les loisirs, etc. Bon, comme c'est en période électorale, on n'a pas l'impression que les gens veulent gagner moins, et qu'ils veulent travailler moins peut-être pour avoir plus de loisirs et de culture, mais gagner moins probablement pas. Tous les débats sont autour du pouvoir d'achat. Mais en tout cas, je trouve que la façon dont ils posent le problème, même si c'est naïf de dire qu'il y a un modèle français et un modèle américain, je pense que la façon dont le problème est posé est intéressant. Et j'ai des enfants, je discute avec eux, je parle de mon expérience, de la leur, ils ont des copains qui ont leur âge. Encore il y a longtemps, on parlait de est-ce que c'est normal de travailler autant. Papa, il travaillait beaucoup aussi, mais moi, pendant mes études, je faisais des petits boulots d'étudiant pour payer mes études. Et même si ça durait qu'une journée ou une demi-journée, je regardais ma montre toutes les 10 minutes et c'était l'horreur. Et je me souviens d'avoir fait la réflexion de me dire, moi, je préfère travailler beaucoup, mais pas regarder ma montre toutes les 5 minutes. C'est-à-dire s'impliquer dans ce qu'on fait. Et je crois vraiment que tous ces changements, ce qu'on appelle la RSE, etc., les entreprises vont avoir vraiment besoin de prendre ça en compte. Parce que je ne pense pas qu'il y ait un modèle français qui dit qu'on veut travailler moins, mais qu'il y a un modèle universel où les gens veulent s'impliquer plus et puis pouvoir dire en rentrant, bon, j'ai peut-être bossé 12 heures, ou peut-être que 8, ou que 6, mais au moins je l'ai fait pour quelque chose qui me plaît et qui fait du sens. Et je pense que ça, c'est un vrai gros mouvement de fond. Je ne suis pas du tout un expert, juste un observateur naïf, mais je pense que les entreprises n'ont pas le choix que de prendre ça en compte. Et donner du sens. Donner du sens, oui. Absolument, absolument. Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Alors, si vous aviez une baguette magique, quel vœu exauceriez-vous en lien avec ce qu'on a évoqué précédemment et en lien avec le thème du colloque? C'est pas une question facile, hein. Une baguette à 29 centimes. C'est dans l'actualité, pardon. Non, je sais pas, je pense que... Bon, évidemment, j'aimerais que les gens mettent un peu
soit un peu plus intelligent individuellement pour avoir un peu plus d'intelligence collective, c'est-à-dire exister au travers de la réussite, d'une réussite collective et pas forcément au travers d'une réussite individuelle. Moi j'ai eu plein de bonheur dans la fin de ma vie professionnelle à voir des gens réussir. Je disais à une collègue, ça me fait plus plaisir de le voir ou la voir à ma place, dans un congrès ou dans une intervention en interne, en externe, que de le faire moi, parce que c'est des moments de transmission assez magiques. Alors, évidemment, je suis à un âge où si la baguette magique, je devais l'employer à quelque chose, ce serait à réussir une transmission, parce que c'est de mon âge. Mais je crois que réussir une transmission, ça se prépare en partageant beaucoup et en perdant pas de vue cette histoire d'intelligence, peut-être pas plurielle ou diverse, mais au moins collective. Vu les enjeux qu'on a, bon, on est un peu obligé de penser aux autres et de travailler ensemble. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Pierre Veille, pour ce joli moment de partage et voilà, d'avoir accepté de nous livrer vos secrets de réussite sur l'intelligence collective et en tout cas pour les entreprises de demain aussi. Et puis nous nous retrouvons donc le 14 et 15 octobre de cette année au couvent des Jacobins à Rennes avec grand plaisir. À très Merci, bientôt. à bientôt. Au revoir.